Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, pays de l'Urupois. Ce soir, nous sommes à la mairie de Lompont. Merci monsieur le maire de nous recevoir, avec le maire de Marcoussis aussi. Voilà, avec des collègues Gilets jaunes de la commission d'annulation de la dette publique odieuse et illégitime. Alors juste un petit texte en introduction. Amis Gilets jaunes, nous nous sommes levés il y a 2 ans, jour pour jour, contre l'injustice, pour la dignité de tous et des plus fragiles en particulier, nos anciens, les handicapés, les mères isolées, etc. Et pour préserver un avenir serein et paisible à nos enfants. Nous nous sommes auto-organisés, sans moyens ni financement, loin des structures corrompues, inefficaces et pyramidales des partis politiques et des syndicats, pour nous occuper aux affaires de la nation. Faire de la politique au sens noble et premier du terme, loin de la politique politicienne où l'on fait des carrières financées par le contribuable. En dénonçant, en mettant en lumière la corruption, les conflits d'intérêts, la trahison des intérêts premiers de la nation, et maintenant en proposant. Oui, en proposant une loi écrite par les Gilets jaunes pour les citoyens, contre la dette publique odieuse et illégitime, avec l'aide d'intellectuels et d'économistes qui ont le bien commun des Français à cœur. Oui, une proposition de loi contre cet esclavage par la dette imposé par des politiciens qui ne travaillaient qu'à leurs propres intérêts et à ceux de leurs donneurs d'ordre. Cette dette qui étrangle notre économie et nos services publics, 1400 milliards d'euros payés en intérêts seuls depuis 1979. Cette dette donc qui est un des piliers de la prédation oligarchique et bancaire sur notre pays, prédation orchestrée et encadrée par la caste politico-médiatique au pouvoir. Cette prédation qui tend maintenant à une domination totale des puissances oligarchiques et bancaires ne tient finalement que par la distraction ou la diversion perpétuelle du peuple sur des sujets sociétaux et secondaires. Faites vôtre cette proposition de loi que les collègues ont travaillé. Discutez-en, améliorez-la et allez surtout mettre vos représentants politiques et les journalistes devant leurs responsabilités. Des hommes et des femmes du peuple, de simples gilets jaunes, proposent une loi que tous les partis politiques ont soigneusement évité d'aborder. Honte à eux, bien sûr, et bravo à l'intelligence collective du peuple et des gilets jaunes. Le peuple reprend enfin la main sur son destin, car seul le peuple est légitime, et ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est parce que vous, les banquiers et financiers, tout ce que vous avez, vous l'avez volé avec la complicité de vos valets serviles, que les gilets jaunes vont récupérer ce qui a été volé au peuple. Voilà, force et honneur les amis, c'est une petite introduction. Parole maintenant à nos camarades. Eh bien, merci Mishka pour cette introduction. Monsieur le maire, merci tout d'abord de nous recevoir dans votre mairie. Comme vous le savez, aujourd'hui on fête l'anniversaire des 2 ans des Gilets jaunes. Il y a 2 ans, le peuple travailleur et producteur français, asservi par une dette illégitime et odieuse, a choisi de se soulever et de mettre en avant beaucoup de problèmes. Les revendications, ce qu'on a appelé les revendications du frigo, ont été beaucoup mises en avant au tout début, mais pas que. Dès l'origine du mouvement, il y avait des revendications qui allaient beaucoup plus à la racine des choses et qui ne restaient pas dans l'écume des choses, je dirais. J'ai, pour exemple, si on peut regarder ici, 2 photographies qui ont été prises il y a 2 ans sur les Champs-Élysées. Donc, on peut lire un RIC pour une banque nationale et se libérer de la dette. Et enfin, Gilets jaunes égale révolution mondiale contre la finance. Alors, pour remettre les choses en perspective, il y a 2 ans, on quémandait, on demandait des choses, des revendications. On s'aperçoit que 2 ans plus tard, nos politiciens ne font rien. On voit que la situation s'aggrave à tout point de vue. Alors on a choisi d'arrêter de demander, mais on a choisi du coup de proposer. Et donc, avec mes camarades, nous avons créé, dans le cadre des Gilets jaunes constituant le comité d'annulation de la dette française, de la dette publique française, annulation partielle. Et nous avons donc écrit une proposition de loi que nous allons vous remettre tout à l'heure, messieurs, au cours de notre échange. Alors tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. À quelle commune appartenez-vous? Le nombre d'habitants, est-ce que vous êtes rural, périurbain, etc. Donc, Monsieur Lamour, je vous en prie. Alain Lamour, Lompont-sur-Orge, c'est une commune de 6500 habitants. On dit périurbaine, c'est-à-dire qu'il y a
encore un petit côté rural, mais on se fait quand même un peu rattraper par l'urbanisation. Voilà. Très bien, merci. Alors, Olivier Thomas, je suis maire de Marcoussis, qui est aussi une commune périurbaine. Là, pour le coup, on a encore beaucoup de zones rurales et forestières, puisque c'est à peu près 2 tiers de notre commune, qui est une grande commune en superficie, qui sont encore forestières ou rurales. Il y a encore beaucoup d'agriculture et on défend beaucoup les circuits courts et justement la possibilité d'avoir cette action de terrain et de proximité. Donc, mais on est pour autant périurbain parce que comme on est dans la région parisienne, vous le savez, toutes les communes de la région parisienne sont périurbaines de facto. Très bien, merci. Ça me fait penser à la France périphérique. On a souvent caractérisé le mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement d'insurrection de la France périphérique. Et donc, Moi, je trouve ça intéressant de voir cette gradation de la France et de voir comment les territoires sont justement différents. Il y a Paris et les Parisiens, c'est un monde à part. Et hélas, beaucoup de journalistes, de nos dirigeants sont uniquement parisiens et ont du mal à franchir le périphérique qui est devenu une réelle frontière. Ils vont plus facilement en province par les TGV ou par les trains qui sont dans Paris, voilà, que venir voir ce qui se passe en Grande Couronne, en Île-de-France. Donc on souffre beaucoup de cette situation, y compris au niveau régional, on le sent. Et puis après, vous voyez bien qu'il y a la fameuse diagonale du désert en France, qui a été abandonnée depuis des générations, et ça c'est un véritable problème. Donc les territoires, ce qu'ils pèsent, comment on y vit, c'est un vrai sujet d'actualité. Et hélas, on en parle peu. Heureusement que vous avez été là il y a 2 ans pour réveiller ce sujet. Alors évidemment, les journalistes l'ont vu avec leur prisme à eux, en disant regardez en province, autour des ronds-points, il y a des gilets jaunes qui sont là, qui ont des revendications spécifiques. Mais ça n'est pas qu'un mouvement provincial. En Grande Couronne, en Île-de-France, alors qu'on n'est pas la province, on n'est pas les régions comme ils disent, on a des difficultés majeures. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces difficultés. Et ça, on n'en parle pas assez parce qu'on est dans une région parisienne où Paris happe tous les médias. alors justement, aujourd'hui, on a fait, comme souvent on le fait avec les Gilets jaunes conscients, nos propres médias. Vu qu'on n'a pas eu d'invitation, si quelqu'un a une invitation, qu'il me prévienne, parce que j'étais pas au courant, sur TF1, sur CNews, sur BFM. Du coup, on a fait un petit live Facebook entre Gilets jaunes constituants aux Champs-Élysées, entre Coco Chanel et Louis Vuitton. Et avec une petite table de camping et 2 chaises, on a commencé l'après-midi en disant que voilà, on avait abouti à un travail au sein du comité d'annulation de la dette publique française. On va en reparler, on a produit une bande dessinée, enfin on a produit. Il y a un ami surtout qui a pas mal passé de temps et de sueur, qui s'appelle Gérard, dans les Côtes d'Armor, qui a passé du temps à réaliser une histoire de la dette en bande dessinée de 1945 à nos jours, qui est un outil fourni pour le peuple pour comprendre des choses un peu complexes ou pas évidentes, de manière un peu ludique. On a fait des fiches techniques pour permettre de comprendre aussi, par des définitions simples, un peu cette chose-là. On a fait également un rapport sur la dette, en prenant des sources et en sourçant bien les choses, sur l'origine, sur l'état des lieux, sur l'historique, sur les créanciers de la dette publique française. Et enfin, on a produit une proposition de loi qu'on va vous remettre tout à l'heure, avec un exposé des motifs et les articles de loi. Et donc on a expliqué ça aux Champs-Élysées tout à l'heure, et on a appelé les gens à définir en 2021 ce qu'ils veulent qu'on discute. Parce que souvent le débat public est défini par les médias, par le petit monde qui est souvent se cantonne à Paris. Du coup, il va falloir que les gens définissent par eux-mêmes ce qu'ils veulent discuter, surtout une année avant la présidentielle. Donc la question de la dette est un de ces éléments et c'est un appel à la nation qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de la journée, il y a un certain nombre de départements ou des camarades constituants des Côtes d'Armor, justement, avec notre ami Gérard, du Nord, également du Havre, 72, de la de la Sarthe, Sarthe également, devant un centre des impôts. la Vendée, le 68. Voilà, devant la Statue de la Liberté dans le Haut-Rhin, si je ne me trompe pas, du côté de Mulhouse ou Colmar. Colmar. Merci. Bref, chacun a fait un petit live expliquant qu'ils répondaient à cet appel et qu'ils iraient voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, leurs députés, leurs sénateurs, éventuellement leur maire, pour
discuter de cette proposition de loi. Et donc ce soir, on finit cette journée-là, marathon, avec vous. Et on va revenir sur comment, dans une commune telle que Lompont et Marcoussis, on subit déjà le poids de la dette par un certain nombre de décisions depuis un certain nombre d'années. Mais déjà, je voulais avoir une réaction sur cette journée constituante que nous avons fait. Ce que vous en pensez, le fait de faire nos propres médias et de mettre en scène nos propres solutions. Bah, d'abord, je trouve que vous avez bien bossé. Ouais. Bah oui, il faut le dire. Et je trouve ça bien parce que ça donne une autre image des Gilets jaunes que celle qui est colportée dans les grands médias de juste des gens qui contestent, etc. Et donc là, on voit que c'est du gros boulot. Vous attaquez en plus à un sujet qui est pas très sexy, comme on dit. Hein, mais qui est pas sexy, mais qui est essentiel parce qu'on peut quasiment tout expliquer ce qui nous arrive par ce sujet-là. Et puis, à force de dire que c'est un sujet très très compliqué, c'est aussi une façon de ne pas en parler. Hein. On nous explique partout, laisser les économistes réfléchir à ça, braves gens, parce que c'est beaucoup trop compliqué que ça. Beaucoup trop compliqué. Alors effectivement, tous les mécanismes d'échange de dettes, machin, etc. sont un peu compliqués, mais le principe, il est relativement simple. Et c'est vrai que ça a des conséquences énormes sur notre vie. Voilà. Donc, bravo. Merci. Oui, moi aussi je dis bravo à ce travail, surtout que vous cassez un peu l'image, c'est-à-dire que l'image que les médias nationaux vous ont affublée sont celles des gilets jaunes casseurs qui pètent les Champs-Élysées. Et on oublie de nous dire que dans les gilets jaunes, il y a par exemple les gilets jaunes constituants qui eux sont dans la réflexion, dans la proposition et qui dénoncent des écarts de notre société pas récents, hein, parce que ça fait très longtemps qu'il y a ce problème de la dette. Hein. On sait tous comment a été définie la règle des fameux 3% sur une nappe de pizzeria à Bruxelles, et que maintenant ils essayent de... c'est la réalité. Hein. Oui, c'est incroyable. L'entourage de Mitterrand l'avait dit. C'est incroyable. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on voit que on est cette sacro-sainte règle. République, on en est où de cette règle? On s'en fout complètement. Vous voyez, le président de la République est le premier à dire on réglera tout ce qu'on peut pour aider les salariés, les petits commerçants, tout le monde, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que la règle de la dette, on s'en fout. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on nous explique que cette règle, elle est absolue, immuable, et que surtout, elle nous met en danger. Et là, il suffit d'un petit virus pour qu'on nous explique que cette règle, elle compte pas. C'est incroyable, non, cette histoire? D'ailleurs, on n'entend plus les économistes en ce moment. Ah, c'est drôle. C'est aussi un des économistes. Je sais pas s'il y avait une question, quelque chose que tu... on va pouvoir enchaîner. On va pouvoir rentrer dans le dur. Alors, il faut savoir que pour les maires, il y a quelque chose que soit ils détestent, soit ils aiment bien. C'est les diminutifs, les slogans, parce que souvent avec les rapports avec la préfecture et l'administratif, il y a beaucoup de choses comme d'acronymes. Voilà, ouais. Merci. Alors du coup, on va parler de la DGF. On va expliquer, parce que justement, quand on est maire, quand on est au sein d'un conseil municipal, tout a commencé en 2015 où on a dit, voilà, il faut que les collectivités locales, vous entendrez par là les mairies, les départements et les régions, principalement, il va falloir faire un effort, les gars, parce qu'on a une dette abyssale et pour baisser la dette, il va falloir baisser les dotations globales de financement de 2015 à 2020. De fonctionnement. Pardon. D'abord, est-ce que M. Lamour, peut nous expliquer ce que c'est et puis les conséquences immédiates de ce poids de la dette? Et on dit, voilà, les communes, vous allez devoir serrer la ceinture par ce biais de la baisse des dotations globales. Qu'est-ce que c'est et quelles conséquences pour la vie de la commune? Ça remonte à 82, non? Les lois de décentralisation, c'est 82, je crois. Exactement. Quand l'État a transféré des compétences aux communes, il fallait bien leur donner les moyens d'exercer ces compétences. Donc il y avait un certain nombre de dotations de l'État, dont la dotation globale de fonctionnement, qui, comme son nom l'indique, visait à financer le fonctionnement des communes. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que... Fonctionnement, la voirie... Fonctionnement, c'est les dépenses de tous les jours. Voilà, c'est payer les dépenses du personnel, l'électricité, les fonctionnements du service, etc.
C'est la partie D'accord. fonctionnement, l'autre partie c'est les investissements, c'est quand on construit Ok. une école, quand on fait des voiries, Un nouvel etc. espace vert. Et la particularité des communes, à l'inverse de l'État, c'est qu'elles n'ont pas le droit au déficit. C'est-à-dire que le budget d'une commune, il est forcément équilibré. Alors en fonctionnement et en investissement. Et le paradoxe, enfin je ne sais pas si c'en est un, mais c'est que les dettes des collectivités territoriales, c'est autour de 10% de la dette publique française totale. Et l'État s'est dit, au fond, le pognon, on va aller le prendre là. Ce qui prouvait d'ailleurs que les communes n'étaient pas si mal gérées, puisqu'ils allaient chercher les sous là. Concrètement, pour une commune comme Lompont, ça veut dire qu'en 5-6 ans, on a perdu 600 000 euros de dotation globale de fonctionnement sur un budget de 8 millions d'euros, ce qui est quand même pas anodin. Quasiment 10%, enfin un peu moins, 8%. À peu près 10%. Oui. Ouais. Et alors comment on fait pour maintenir le service public dans des conditions comme ça? Il faut se creuser la tête, il faut réorganiser, il faut trouver des choses, etc. Mais il y a un moment donné, on arrive à l'os. C'est-à-dire qu'on a cherché partout, etc. Et puis, il y a un moment donné, on arrive à l'os. Et là, je peux vous dire, en tout cas, comme une commune comme Lompont, on est à l'os. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Oui, je peux que confirmer, la dotation globale de fonctionnement a fondu comme neige au soleil. Alors, ça a commencé à fondre très fortement sous Sarkozy. Ouais. Ça s'est poursuivi sous Hollande. Mhm. Et le coup de grâce a été mis sous Macron. Puisque aujourd'hui, nous, on en est arrivé à une situation en Marcoussis où on a une dotation globale de fonctionnement négative. C'est-à-dire que non seulement on a 0 en DGF, mais maintenant on donne de l'argent. Donc celle-là, elle est pas belle, celle-là. Et en plus, ça se passe au milieu de l'année. C'est-à-dire que vous savez, quand vous jouez au foot, on règle pas, on change pas les règles du match au milieu de la partie. Et bien là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a un budget, nous on a une forme de budget annuel, c'est la loi, partout en France, les collectivités territoriales. Et là, au milieu de l'année, on reçoit des courriers qui viennent de l'État, de la DGFiP, etc., qui nous expliquent qu'ils vont nous ponctionner sur notre fonctionnement telle somme. Et ça arrive au milieu de l'année, donc on doit le prendre sur notre budget. Donc, par exemple, à Marcoussis, on a perdu plus d'1 million d'euros dans les 5 dernières années de dotation globale de fonctionnement. Et là, maintenant, nous avons des sommes qui nous sont ponctionnées, qui sont notamment au titre de la solidarité dont vous parlez. Mais la solidarité, moi, je ne suis pas contre. Je suis même pour. C'est un beau principe, la solidarité. C'est-à-dire que les communes qui ont un peu plus de moyens abondent un fonds pour donner aux communes qui en ont un peu moins. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ce que je trouve quand même fâcheux, c'est qu'on paye tous des impôts, que l'État prend ses impôts et qu'il y a des communes où il ne donne plus rien et il nous prend même de l'argent. Et là, pour le coup, il y a une rupture d'égalité et il y a même quelque chose qui est choquant. Donc là, il y a un vrai problème. Et de plus, il y a depuis 1982 ou 83, comme le disait Alain, l'autonomie des communes, on a la libre administration des collectivités territoriales. Donc on est censé régler nos propres problèmes en recettes et en dépenses. Sauf que l'État se fout de ces principes alors que c'est lui qui les a fait adopter. Récemment, pour les grosses collectivités ou les agglomérations, il a capé l'augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. Ça veut dire qu'en fait, si vous prenez ne serait-ce que les dépenses de personnel, dont les augmentations sont mécaniques, parce que les gens vieillissent, ils changent d'échelon, ils changent d'ancienneté, c'est ce qu'on appelle techniquement le GVT, glissement, vieillesse, technicité. Quand vous faites juste ça, les 1,2%, vous les avez déjà. Et donc ça veut dire qu'on nous empêche toute dépense de fonctionnement. Or, c'est quoi les dépenses de fonctionnement? C'est des services publics. C'est des services qu'on rend aux gens. Quand on apprend aux enfants la musique, quand on met des ATSEM dans les écoles maternelles, quand on a des services qui entretiennent la voirie, quand on fait faire du sport aux gamins ou aux plus âgés, quand on prend les enfants dans les crèches, quand on s'occupe des vieux dans les maisons de retraite, c'est du service public. Ça veut dire qu'en diminuant cette DGF, ils sont en train de casser le service public local. Et c'est ça le vrai problème. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois qu'on n'a plus ces services publics locaux, qui va faire ces services publics? Le privé. Le privé. Le privé. Voilà. Veolia et ses amis. C'est comme ça que ça va se passer. C'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des grands groupes privés qui proposent de plus en plus des services à la population et qui sont financés. Donc ça veut dire, un, vous payez des impôts, en face, vous n'avez pas les retours de services publics.
parce que vous devez les repayer pour les faire faire par Veolia et d'autres. Ça, c'est pas acceptable. Il y a même un truc totalement absurde dans cette limitation à 1,2% des dépenses de fonctionnement. C'est comme les budgets doivent être équilibrés. Si une année vous avez des recettes qui augmentent, pour équilibrer le budget, vous êtes obligé d'avoir les dépenses qui augmentent. Donc comment on respecte les 1,2%? Enfin, même techniquement, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et la suppression des services publics, on commence à le voir beaucoup sur la petite enfance, sur les crèches. Alors là en ce moment, les crèches privées sont en train de fleurir. Enfin, moi, je suis sollicité régulièrement par des gens qui me cherchent à installer des crèches privées et tout. Donc, ce qui pose un problème quand même, parce que c'est pas tout à fait les mêmes tarifs que dans les crèches publiques. Ben, c'est pour ça qu'on devait se rencontrer. Oui. En fait. Parce que le principe de tout notre travail, c'est de montrer que dès l'origine, cette dette est illégitime et odieuse. Et de le montrer juridiquement, en plus de le dire moralement. Et c'est de le montrer juridiquement. C'est tout le but de cette proposition de loi, tout le but de ce travail. C'est d'arriver à intervenir sur le cause, parce qu'on n'oublie pas que tout ça, en tout cas récemment, c'est expliqué par le principe de solidarité pour payer la dette. C'est ça qu'on a dit sur les collectivités locales. Donc on était bien fait pour se rencontrer et résister ensemble. Et je pense que ça va être un rôle clé, un maillage territorial de maires, de gens qui dans les territoires en fait s'organisent, pas juste pour râler, mais en fait pour vraiment proposer et mettre une pression sur les dirigeants. Parce que cette question de la dette, en plus avec la crise sanitaire, va devenir encore plus, on dirait, prégnante, forte. Encore plus forte. Et ok. Est-ce que tu voulais dire quelque chose ou réagir? Non, mais nos deux maires ont bien résumé la situation. Je crois que c'est un sentiment que chaque Français a de se sentir être une vache à lait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien dit, les impôts, la pression fiscale ne fait qu'augmenter. Cet argent, on ne sait pas où il va. Visiblement, il remonte au niveau de l'État. Il ne redescend plus, ou plus comme avant en tous les cas, ou de moins en moins, si je résume bien. Ça ajoute à cela aussi ce qu'on appelle la baisse du pouvoir d'achat. Donc le réclamer du pouvoir d'achat, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi on n'en a plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires, si on a de la chance, si on a un gentil employeur, ils augmentent de 1 ou de 1,5% chaque année. L'inflation réelle, c'est entre 5 et 6%, si ce n'est plus. Donc on comprend bien que depuis le passage à l'euro, les prix augmentent plus vite que les salaires chaque année. Donc le pouvoir d'achat ne fait que réduire. Les salaires et les pensions d'invalidité, les retraites, etc. C'est ça, pour nos petits vieux, pour les handicapés, etc. Je voudrais juste vous faire réagir sur un chiffre qui date d'il y a 1 an ou 2, donc il a dû changer depuis. Je ne sais pas si vous savez, messieurs les élus, mais le 15 du mois, vous avez 16 millions de comptes bancaires en France qui sont à découvert. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière un compte en banque, vous n'avez pas spécialement qu'une seule personne. Vous pouvez avoir un papa, une maman, des enfants derrière, etc. Donc on peut facilement se projeter, sans trop extrapoler, que le 15 du mois, vous avez un tiers des Français qui vivent dans un foyer à découvert. Et chaque jour qui passe, ça ne fait qu'augmenter. Donc voilà, donc on est le 17. Si demain vous vous promenez dans votre commune, vous pourrez dire qu'il y a une personne sur 3 qui vit dans un foyer aujourd'hui à découvert, qui travaille, qui paye ses impôts et qui n'aura plus accès à sa crèche, il y a l'hôpital de l'Essonne qui ferme, des hôpitaux de l'Essonne qui ferment, etc. Donc voilà, je résumerai ce que vous venez de dire avec ce sentiment des Français qui sont pris pour des vaches à lait, quoi. Tout à fait. Non, mais vous abordez le problème de la santé. On est en plein dedans en ce moment, parce qu'on va avec la crise de la Covid. Effectivement, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a affaibli notre système de santé. On a fermé des tonnes de lits depuis des années, et aujourd'hui, on se retrouve à être obligé d'être confiné uniquement parce qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux. Mais la vraie question que personne ne pose, c'est pourquoi on n'a pas assez de lits d'hôpitaux dans un pays qui est soi-disant la 5e ou la 6e richesse du monde. Exactement. La réalité, c'est qu'on on les a fermés. On a fermé les lits d'hôpitaux pour faire des économies. On a enlevé du personnel de santé et on se retrouve dans une situation telle qu'elle. Si on avait gardé le niveau de santé qu'on pouvait avoir il y a 15 ou 20 ans dans ce pays, avec des hôpitaux présents partout qui faisaient un vrai maillage du territoire, on n'en serait pas là aujourd'hui. On connaît bien la situation en Essonne, puisque nous, on a 3 hôpitaux dans notre secteur qui doivent fermer et fusionner en un, où ils enlèvent le nombre de lits. Ils divisent le nombre de lits par 3. Longjumeau, Juvisy, Orsay, ils doivent fermer. Et ça doit être remplacé par un seul hôpital sur le plateau de Saclay à Orsay aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'Orsay ne ferme pas vraiment. Mais en réalité, c'est des diminutions de lits et c'est des diminutions aussi d'accueil de patients,
mais aussi de toute la vie qu'il y a autour. Un hôpital, c'est du travail pour les commerçants autour, pour les salariés qui habitent dans le secteur. Et aujourd'hui, sans parler des distances qu'on va faire aux patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous habitez Juvisy et que aux heures de pointe, vous tombez malade, pour aller sur le plateau de Saclay, bonne chance, parce que là, on prend parfois 1 heure pour rejoindre cet endroit à l'autre. Et comment on fait alors? Vous parlez à un père de famille de 2 enfants qui habite Juvisy. Voilà, si demain j'ai un accident domestique avec un de mes enfants, effectivement, au lieu que ça soit à 5 minutes à pied de chez moi, ce fameux maillage territorial, comme vous dites, il faut qu'en heure de pointe, j'aille jusqu'à Orsay. Tout à fait. C'est du concret, c'est du réel, tout à fait. Alors j'avais une question je vais la formuler pas sous forme d'une question, mais un peu comme une petite histoire, très courte. Et puis je vous demanderai de réagir, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je vais raconter une petite histoire du point de vue, donc ça concerne l'histoire des communes. Hein. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et c'est raconter du point de vue de montrer qu'il y a une intention, de ce que nous on appelle une oligarchie, c'est-à-dire un groupe de gens, une oligarchie financière et bancaire, qui a pour but de servir ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Et des gens qui devraient défendre l'intérêt général, ce que vous faites, mais aussi ce qui devrait être fait au niveau de l'État, ce sont plutôt des valets serviles de cette oligarchie que réellement des défenseurs de l'intérêt général. Et souvent, pour prendre cette intention en flagrant délit, je vais vous raconter une petite histoire. Jusque dans les années 90, les communes de France pouvaient emprunter à ce qui s'appelait le crédit municipal. C'était une banque publique qui rendait un service bancaire aux communes. Ce crédit municipal a été vendu à un groupe avec aussi le crédit municipal belge. Ça a fusionné, ça a donné le futur Dexia. Et donc Dexia, avec tous ses conseillers qui étaient là depuis des années, qui avaient la confiance des maires, a commencé à faire du business dans le mauvais sens du terme. Et dans les années 90, enfin deuxième partie des 90, ils ont vendu ce qu'on appelle des emprunts à taux variable, en disant aux maires, parfois à des directeurs d'hôpitaux ou des directrices d'hôpitaux, voilà, si tu prends mon emprunt, certes il n'est pas à taux fixe, il est à taux variable en fonction des aléas du marché, mais t'inquiète pas, il y a une assurance qui est comprise dedans, donc finalement c'est comme si c'était un taux fixe. Il y a même la caisse d'épargne qui a vendu à un maire du côté dans le sud de Grenoble un emprunt à taux variable qui s'appelle TOFIX. Donc on vend ce genre de truc. Et puis on dit, vous inquiétez pas, il y a une sorte d'assurance comprise dans le truc, donc tu tireras bien. Et comme ça, vous aurez des intérêts bas les premières années. C'est plus intéressant que les emprunts à taux fixe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une crise bancaire en 2006-2007. Et en fait, les taux ont grimpé. Et des fois, des communes se sont retrouvées avec du 20% de taux d'intérêt. Et du coup, il y a certaines communes qui n'étaient pas de mauvaise foi, n'étaient pas en train de vouloir absolument gagner de l'argent avec ce milieu d'affaires, etc., qui sont vraiment fait berner. Et ils ont monté en justice. Et ils commençaient à gagner. Et à ce moment-là, l'État a dit oula, ça va trop vite. Et surtout, les maires pourraient s'organiser pour être contre le monde bancaire et ça pourrait donner des mauvaises idées dans le pays. Du coup, ils ont proposé un deal qui était le suivant. On va vous aider, vous, les communes qui ont des emprunts à taux variable et qui ont parti en l'air, on va vous aider à les payer avec un fonds. Mais si vous voulez souscrire à ce fonds, vous devez signer un papier comme quoi vous n'engagez plus aucune poursuite judiciaire contre les banques. Alors ça commence à gagner. Pour moi, là, à travers l'histoire et la façon dont je le raconte, c'est une intention de serviteurs de l'État qui ne servent pas l'intérêt général, mais qui servent un monde bancaire au nom de pseudo-arguments comme la stabilité. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous avez des exemples dans votre commune, peut-être dans le département, ou de maires qui vous ont parlé de ces fameux emprunts à taux variable dits emprunts toxiques. Bon, alors, cette histoire, elle est connue. Hein. Hélas, elle est très connue dans les collectivités. Il y a des communes qui avaient effectivement, par Dexia ou par d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que Dexia, contracté des emprunts qu'on appelle toxiques, qui étaient à taux variable, mais qui n'étaient en plus pas capés sur des valeurs stables. Parce que c'est ça le sujet. Il faut à un moment donné regarder ce qu'on emprunte. Le problème, vous soulevez 2 problèmes. Premièrement, il y a effectivement des banques qui ont abusé de la confiance des élus de la République. Et ça, c'est un problème grave. D'autant qu'un élu de la République doit pouvoir être n'importe qui, et pas forcément quelqu'un qui est très
spécialisé dans ces questions bancaires, etc., et qui aussi peut, de bonne foi, en confiance, prendre ce type de résolution. Donc ça, c'est un problème grave, parce que ça veut dire qu'on abuse le représentant du peuple, qui est l'élu. Donc ça, c'est un problème qui est vraiment grave. Deuxièmement, il y a un autre sujet que vous soulevez, c'est le fait que la finance, le monde de la finance, est organisé non plus pour gagner de l'argent par de la production de richesses, de la production d'objets, etc., mais uniquement par des jeux d'écriture. Et ça, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui date des années 80. Quand vous lisez les écrits de Lénine dans les années 20, il dénonce déjà l'oligarchie du capitalisme financier. Ces mots sont précis. Ça date de 1920, l'oligarchie du capitalisme financier. Et il explique qu'on est en train d'assister à une dérive, en expliquant que justement, avant, on avait un capitalisme qui était productif, de gens qui étaient des patrons, qui faisaient travailler des ouvriers, parfois dans des conditions terribles, hein, on est dans les années 20, et qui, en fait, gagnaient de l'argent sur la sueur de leurs ouvriers. Et que là, on est en train de changer de paradigme et de faire en sorte qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent uniquement sur des placements financiers, et que ces placements financiers sont toxiques à terme pour l'ensemble de la société. 1920, Lénine. Donc on découvre rien aujourd'hui. Il y a 100 ans. Donc il faut juste regarder un peu ce qui a été écrit précédemment et comment on analyse la société. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces emprunts, quand on connaît un peu les situations, évidemment, on ne les contracte pas. Des communes, je touche du bois, Marcoussis, on n'en a pas contracté, on était un peu avertis de ces questions, donc on en a zéro, on n'a pas de problème là-dessus. Mais il y a des communes aujourd'hui, d'ailleurs, la trésorerie nous demande à chaque fois de faire l'état de notre dette, et chaque commune doit avoir dans l'état de cette dette le taux qu'ils ont d'emprunt à taux variable, d'emprunt toxique, très toxique, etc. Donc c'est classifié maintenant commune par commune. Il y a effectivement des communes qui se sont fait avoir, ça a coûté des sommes astronomiques, et là on rentre dans autre chose qui est le contentieux. Et ce dont vous parlez, c'est que quand on rentre dans un contentieux, soit on va jusqu'au bout au tribunal, soit il y a une porte de sortie de faire en sorte qu'on paye moins, mais on signe un engagement qu'on arrête le tribunal. Et c'est ça qui s'est produit. Et ça existe dans tous les contentieux. C'est pas quelque chose qui est très étonnant. Et vu, Pour en revenir à une question rapide, vous avez été au fait, est-ce qu'aujourd'hui c'est interdit pour une banque de faire des emprunts à taux variable, de contracter à taux variable Non. auprès d'une commune? Non, mais C'est ça, toujours possible. Mais les taux sont C'est pas tellement bas, illégal. les taux sont tellement bas qu'il n'y a plus de Oui, taux de variable. toute façon, oui, c'est vrai. Mais Alors c'est pas aujourd'hui, interdit. les taux sont très bas. Et deuxièmement, quand vous avez un taux variable, il faut voir sur quoi il est indexé. C'est ça qui est important. Ouais, ouais. C'est sur quoi il est indexé. Or là, il a été indexé sur des valeurs très fluctuantes. Et c'est ça qui met en danger les collectivités. On ne peut pas jouer avec l'argent Sur le prix public. du pétrole, Voilà. sur le franc suisse. L'argent public, c'est sacré. etc., On ne peut etc., pas jouer etc. avec ça. On peut pas. Et pour revenir à Dexia, ils étaient particulièrement mauvais puisqu'ils ont fait faillite quand même. Ah oui. Oui, oui, oui. Mais qui a payé? Ah bah ça oui. C'est forcément. Les Belges C'est bon, et les Français. Et même, oui, même pour les banques privées, c'est toujours nous qui payons. Banque franco-belge. On l'a vu en 2008. Oui, tout à fait. Bah alors c'est important qu'on puisse travailler ensemble et aller très loin. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est qu'un maire, il a beaucoup de réunions dans son quotidien. Et dans ces réunions, peut-être c'est un peu plus compliqué avec la crise sanitaire ces temps-ci, mais il est amené à rencontrer les préfets ou les services de la préfecture, le ou la députée du coin, le ou la sénatrice du coin. Enfin, la députée, on aimerait bien la voir. Ah. Bon, il y a quelques... En tout cas, c'est des occasions pour vous aussi de parler de ce travail-là, une fois que vous aurez pris le temps de lire cette proposition de loi qu'on vous offre aujourd'hui. Elle n'est pas très longue, hein. Vous voyez, c'est 3 pages, donc avec ce qu'on appelle un exposé des motifs, le pourquoi de cette proposition de loi, et enfin juste les articles de loi, pareil, très court, hein, 2 articles. Alors, la réflexion qu'on s'est dit avec le comité, on reviendra plus tard dans d'autres lives, c'est que pour amener une annulation partielle, il ne faut pas annuler tout, partielle de la dette publique, il fallait d'abord et avant tout faire un audit, une sorte de scanner de la dette. Mais pour faire un audit et un scanner de la dette, il faut d'abord lever une loi qui existe, ou une ordonnance plutôt, de juillet 2014. Août. Ah oui, 31 juillet, moi j'avais retenu. Mais...
De l'été 2014. De l'été 2014. Merci Monsieur Lamour. Une ordonnance de l'été 2014 qui interdit de savoir qui sont les créanciers de la dette. Or, pour faire l'audit de la dette, le b.a.-ba, c'est de savoir à qui on doit l'argent et combien. Là, on ne peut pas le savoir. Donc, d'abord, on a commencé par une proposition de loi qu'on vous remet ce soir. Je vous la lis le titre. Proposition de loi organisant la levée de l'anonymisation des détenteurs de la dette française. Ou autrement dit, mettre fin à cette ordonnance de l'été 2014 qui permettra ensuite de faire un audit sur la dette, qui permettra ensuite, in fine, d'annuler de manière ordonnée une bonne partie de cette dette illégitime et odieuse. Donc voilà, Merci. on espère que vous pourrez nous faire un retour dans les prochaines semaines, une critique aussi. Et comme il a été dit en introduction, c'est quelque chose que les gens doivent s'approprier, vous y compris. Donc si vous avez des modifications, des rajouts, des éléments, on est preneur. De toute façon, ça va être amené à être diffusé un petit peu partout en France, dans tous les réseaux. On compte sur à ce que tous les gilets jaunes un peu partout en France aillent voir leur maire, la preuve en est, mais aussi leurs députés pour leur remettre cette proposition de loi et connaître leur avis sur le sujet. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et si vous voulez étudier un petit peu plus la question de façon facile et ludique, on va vous mettre à disposition aussi cette petite BD qu'on va pouvoir remettre à nos élus. Oui, ça va arriver les amis, je sais, vous êtes déjà dans les lives en train de demander c'est où. Ça va arriver entre demain et ce week-end, il y a un certain nombre de documents qui vont arriver, on peaufine, on vérifie même qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, on vous fait un truc bien léché. Et effectivement, on va vous offrir aussi une bande dessinée qu'a réalisé notre ami Gérard du 22. Je montre juste ça aux internautes avant de le montrer au maire. C'était les Gilets jaunes il y a 2 ans, en 2018. Voilà. Sur les champs. Sur les champs. Alors tout ça sera disponible sur notre site internet giletsjaunesconstituants.fr. Voilà. Tout à fait. Voilà. Sachant que cette même bande dessinée commence en 1945 sur les Champs-Élysées à la Libération, avec une discussion entre De Gaulle et Georges Boris, justement sur le statut de la Banque de France. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir Et, reçus. tout à fait. On clôture bien cette journée et cette journée anniversaire des 2 ans des Gilets jaunes. On n'a pas amené de gâteau, mais on a amené une proposition de loi et une bande dessinée. Ah non, on n'a plus le droit aux gâteaux, aux apéros. Ah bah oui, c'est fini. De Ça toute sera façon, il y a après, une là. baisse des dotations, donc il faut arrêter les cacahuètes et le champagne. Force et honneur les amis, on ne lâche rien. Bonne soirée.